Merci Massoud Ahmed pour la clarté de vos propos. Ces éclairages alimenteront cette discussion de panel qui portera sur les modèles économiques des banques publiques de développement dans un monde incertain et complexe. Nous avons donc un nouveau panel d'éminentes personnalités modéré par Mme Shari Spiegel. Elle est chef de l'analyse et du développement des politiques au sein du département des affaires économiques et sociales du secrétariat des Nations Unies. Bonjour à vous. Ravi de vous compter parmi nous. Nous avons avec vous tous les panélistes, les intervenants. Ils sont tous les 5 actifs dans le monde du développement. Il s'agit de Stephanie Griffiths-Jones, directrice des marchés financiers, Initiative pour Policy Dialogue à l'Université de Columbia. Bonjour. Bruno Cabriac, directeur général adjoint des statistiques de l'économie et des relations internationales à la Banque de France. Sergio Gusmão-Suchodolski, excusez-moi si j'écorche votre nom, mais vous êtes directeur général, vous êtes directeur général de la Banque de développement du Minas Gerais au Brésil. Nancy Lee, vous êtes chargée principale de recherche en politique au Center for Global Development. Je pense que vous... Et Serge Oueke, président de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Donc, Chérie, la parole est à vous pour la modération. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Comme cela a déjà été évoqué, les banques de développement jouent un rôle primordial pour atteindre les ODD, notamment. Elles sont importantes puisqu'elles apportent des biens publics tout en jouant un rôle contracyclique. Mais contrairement aux banques privées, banques commerciales, les banques publiques de développement ont d'autres objectifs. Un, l'impact du développement et deux, la pérennité financière de leurs investissements. Ça veut dire que leur modèle économique doit être différent. Ce n'est pas simplement une question de retour sur investissement ajusté pour le risque. C'est aussi une question de retour financier, mais aussi impact au niveau du développement. Comme cela a été dit ce matin, différentes innovations financières existent permettant à ces banques de développement de parvenir à leurs objectifs, mais certains de ces instruments créent de nouveaux risques. Ce panel a donc pour mission d'examiner les différents modèles économiques parmi les banques de développement, la manière dont les différences dans ces modèles économiques par rapport à ceux des banques classiques ou commerciales et les nouveaux instruments que les banques de développement peuvent utiliser, non seulement en cas de crise pandémique ou sanitaire, mais aussi en temps normal, entre guillemets. Comme cela a été dit pendant le dernier panel, les actions qui seront prises aujourd'hui seront prises pour le long terme, donc mais aussi pour le court terme. Comment les banques de développement peuvent-elles agir au court terme, mais aussi de façon pérenne pour le moyen et long terme. Je viens de le dire, le panel se compose d'intervenants très éminents, universitaires, praticiens, des banques de développement qui travaillent sur le terrain, entre autres. Le contexte de ce panel était dans le cadre du projet de recherche qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai travaillé avec Stephanie Griffiths-Jones, avec Marco Carles et Nathalie Navki sur les risques dans le cas des banques de développement. Donc, je vais appeler notre première intervenante, Stephanie Griffiths-Jones de l'Université de Columbia. La question que j'aimerais vous poser dans ce contexte est que sur fond de crise sanitaire qui a mis en exergue l'importance de la gestion des risques, de risques financiers, mais aussi des risques d'atteinte ou de non-atteinte des impacts en matière de développement. Comment les banques de développement peuvent-elles gérer au mieux ces deux types de risques? Merci beaucoup de votre accueil. Je suis ravi d'être parmi vous et Sherry vient de le dire très clairement. Les banques de développement ont un double objectif. Un, maximiser l'impact au niveau du développement et donc le risque auquel elles sont exposées et qu'elles ne maximisent pas l'impact au niveau du développement, notamment l'impact durable pérenne. Deuxième objectif, c'est d'être viable financièrement parlant. Même si c'est un objectif secondaire, il n'est pas à négliger. Ces banques doivent être
rentables, certes, mais elles n'ont pas pour vocation de maximiser leurs bénéfices. C'est la grande différence par rapport aux banques commerciales qui ont une vision à court terme et l'objectif de maximisation des profits. Alors, dans ce contexte, il y a des risques que la banque de développement peut effectivement prendre. Les banques de développement doivent soutenir l'économie réelle. Nous avons déjà évoqué les transformations structurelles que les banques de développement doivent soutenir. Par exemple, financer l'innovation, financer la mise sur le marché, la mise en place de nouvelles technologies innovatrices qui ont souvent des externalités positives. Par exemple, la mise en place des éoliennes ou l'énergie solaire, notamment avec l'apport, l'appui des banques de développement en Allemagne et en Chine notamment. Il y a d'autres risques que l'on souhaite que les banques de développement prennent, par exemple prêter aux régions et aux populations plus démunies, plus pauvres, ou participer à la partie infrastructure et préparation de projets, des grands projets. Donc là, on parle de risques de tout autre genre, des risques financiers ou de génie civil qui ces risques sont issus généralement des spécificités des projets et des instruments utilisés. Alors, ces instruments ont leur côté positif, mais y faire recours risque aussi de répartir différemment le risque et de réaffecter le risque vers les banques publiques de développement, et donc le risque finalement est supporté par les États et donc par les contribuables. Dans l'idéal, une banque de développement devrait donc maximiser l'impact au niveau du développement tout en minimisant le risque de complexité financière. Dans le cadre du programme, un point très important qui a été relevé est qu'une meilleure façon d'augmenter le niveau de complémentarité entre les banques de développement est d'augmenter leur capital. Cela a été déjà fait après la crise financière de 2007, 2008, 2009. Ce serait également intéressant dans la période post-Covid, puisque l'incertitude règne, le secteur privé est frileux, n'est pas prêt à prêter dans l'immédiat, et donc une augmentation du capital, capitaux propres de ces banques permettrait un niveau plus élevé de transactions, tout en permettant aux banques de développement de continuer à prendre des risques critiques pour le développement sans pour autant gonfler leurs engagements, leurs passifs de façon excessive. Donc, pour moi, il est urgent que les capitaux propres des banques régionales, publiques et multilatérales de développement qu'il y ait cette augmentation des capitaux propres pour faire face à la crise de Covid-19 à court terme, mais aussi pour poser les bases de cette transformation structurelle vers une économie plus résiliente, plus verte, plus durable. Ensuite, dans les pays qui ne sont pas dotés d'une banque de développement, il est important que celle-ci soit créée dans ces pays. Je réponds maintenant à la deuxième partie de votre question. Quels instruments sont les plus appropriés, les plus pertinents pour pallier ce risque? Il y a des instruments classiques qui ont fait leurs preuves, qui sont précieux. Mais ce sont des instruments avec une vision très long-termiste, comme l'a dit Joseph Stiglitz. Mais les banques de développement peuvent faire preuve de souplesse. Ils l'ont fait pendant la crise de Covid-19. Le fonds de roulement, par exemple, manque dans les entreprises, donc elles ont du mal à payer les employés et leurs fournisseurs, et donc les banques de développement ont pu prêter à court terme pour justement subvenir à ce besoin immédiat. Donc les prêts classiques accordés par les banques de développement, des prêts directs de premier niveau, qui s'adaptent davantage aux grands projets à très long termistes, mais il y a aussi les prêts intermédiaires.
C'est-à-dire qu'ils passent par un intermédiaire dans une région du monde où peut-être la banque n'est pas présente, mais il y a un partenaire local, un interlocuteur local qui reprête ensuite au destinataire final, au bénéficiaire final. Deuxième instrument qui sont intéressants, ce sont les garanties. Très adaptés au moment d'incertitude, comme la crise du Covid-19, très intéressant aussi dans le contexte d'un marché peu développé, mais la garantie représente un coût possible pour le contribuable, notamment si le prix n'est pas juste. Comme Greenwald et Stiglitz l'ont dit, sans information, il n'y a pas d'avantage du point de vue de l'État social de prévoir ce type d'instrument, ces garanties. Il faut peut-être privilégier à ce moment-là le prêt direct. En tout cas, elles peuvent avoir leur intérêt. Et troisième instrument qui pourrait être un instrument, ce sont les prises de participation. Que cela peut être en direct ou par un portefeuille diversifié. L'un des avantages de cela, c'est que quand cela repart à la hausse, il y a un partage non seulement du risque, mais aussi des profits avec le secteur privé. Je pense que les prises de participation sont également adaptées dans le contexte de projets de développement de technologies de pointe, où les bénéfices potentiels sont très élevés. Donc notre recherche a également parvenu à la conclusion qu'il faut faire plus de recherche. Je suis désolé, mais les universités ont toujours tendance à recommander qu'on fasse plus de recherche. L'un des axes principaux de ces recherches supplémentaires serait sur les instruments et notamment sur leur adaptation aux pays à niveau de revenus différent. Quels instruments pour quel pays? Qu'il s'agisse d'un pays à revenu supérieur, inférieur, intermédiaire, etc. Et comment également adapter ces instruments aux différents secteurs, parce que ce ne sont pas les mêmes instruments qui sont adaptés au monde agricole que vous allez utiliser dans le monde industriel. Merci de votre attention. Et voilà, je vous repasse la parole. Merci. Je rebondis un peu sur ce que vous avez dit sur les banques de développement. Pour faire preuve de souplesse, pour prêter plus à court terme, pour aider les entreprises avec leur fonds de roulement. Donc maintenant, j'en profite pour faire la transition vers le prochain intervenant. Il s'agit de Bruno Cabriac de la Banque de France. Pourriez-vous parler du rôle contracyclique des banques de développement, que ce soit au niveau pendant une crise comme celle-ci ou en temps normal? Pour vous, la crise de Covid-19 fournit-elle une occasion pour augmenter le recours à ces instruments aujourd'hui et à l'avenir? Merci. Je me permets de revenir sur la notion du mandat de la banque. Cela a été évoqué en début de cette conférence. Alors, les banques publiques de développement n'ont pas été les meilleurs élèves en matière d'affectation des crédits et de maximisation de profits à court terme. Mais il convient de se demander à quel point elles remplissent répondent à la deuxième partie de leur mandat, c'est-à-dire corriger les défaillances du marché. Je me permets de vous parler d'une thèse écrite par Laurent Wapner, publiée dans le cadre de l'initiative internationale pour la recherche sur la même thématique que cette conférence, qui est la première qui analyse pour la première fois ce phénomène et prouve que les banques publiques de développement n'ont pas vraiment répondu à cette partie de leur mandat. Ce travail de recherche utilise des données issues de 127 pays sur la période 2016-2018 et démontre
que les BPD apportent plus de fonds dans les pays moins développés et émergents, et que deuxièmement, les BPD jouent un rôle véritablement contracyclique. Donc, elles sont déjà en train de respecter cette partie de leur mandat. Que peuvent-elles faire pour renforcer davantage ce rôle contracyclique qu'elles jouent par ailleurs déjà? Comme l'a dit Stéphanie, il faut gérer le risque qui est associé avec ce rôle. Quoi faire pour y parvenir? Eh bien, différents outils se présentent à elles au niveau de leurs actifs comme de leurs passifs. Au niveau des passifs, voilà, je parle du bilan, elles peuvent s'autofinancer avec des instruments de dette conventionnels. Par exemple, les obligations liées au PIB, avec des obligations de prêter pendant les ralentissements économiques. L'interprète excuse, la qualité du son de l'orateur est extrêmement difficile à suivre. Ensuite, pour parler des côtés des actifs, elles peuvent assurer le débiteur contre le risque macroéconomique auquel lui est exposé. Et l'AFD pratique ce type de prêt. Plus d'institutions proposent ce type de prêt, plus cela sera efficace. Ensuite, que ce soit pour l'actif ou le passif, des instruments dits ouverts peuvent être utilisés. On a parlé des garanties, côté des actifs, qui permettent de conserver la capacité de prêt pendant un ralentissement, alors que le secteur privé est frileux. Ensuite, au niveau du passif, la garantie dont dispose le BPD permet aux actionnaires de la BPD d'avoir cette garantie. L'étude du son ne permet pas la traduction correcte. L'interprète s'excuse. Ensuite, les instruments utilisés pour couvrir les risques liés aux devises, donc au taux de change, sachant que ces risques sont extrêmement procycliques. C'est un autre instrument adapté. Je finis par une phrase pour répondre à votre question, chérie. Est-ce le moment pour avoir recours à ces instruments? Oui, bien sûr. Il y a un grand risque haussier. Donc, pour l'investisseur, s'il achète une obligation liée au PIB émise par une banque de développement nationale dans beaucoup de pays, cela comporte un grand risque pour l'investisseur. Merci de vos contributions. Si les BPD peuvent s'auto-financer par le biais d'obligations ou l'émission d'obligations, peut-être qu'elles pourraient aussi proposer ce type de produit comme prêt. À ce moment-là, pour se constituer un actif, je veux dire. Surtout si elles sont capables de se couvrir contre le risque de fluctuation de taux de change. Merci de vos propos en tout cas, c'était très intéressant. Maintenant, je passe la parole à Nancy Lee du CGD, excusez-moi. Vous avez élaboré des propositions concrètes pour encourager les investissements dans des PPD afin d'augmenter l'impact au niveau du développement des investissements qu'elles réalisent. À vous la parole. Merci, je suis ravi de pouvoir participer à ce débat. J'ai deux idées que je voulais décrire pour vous. D'abord, le défi qui consiste à financer ou à investir là où ni les banques publiques ni les banques commerciales n'investissent. Nous savons d'abord que les banques publiques de développement mobilisées en 2018 48 milliards de dollars de fonds privés. C'est un niveau limité. Nous savons les raisons également. Un nombre limité de projets bancables, risque au niveau des transactions,
Alors, ce ne sont pas les défaillances du modèle. C'est tout à fait normal pour le modèle économique des banques de développement. C'était avant le Covid-19 en plus. Maintenant, nous sommes face à une réalité tout autre. Nous savons que les PME sont très touchées par cette crise, bon nombre d'entre elles vont faire faillite, que leurs employés font partie des populations les plus vulnérables et que les moyens budgétaires les marges budgétaires n'existent pas dans beaucoup de pays pour les renflouer. Et donc, en sortant de cette crise, nous devons mettre l'accent sur le soutien donné aux PME à fort potentiel de croissance, notamment les jeunes entreprises. Les modèles traditionnels ne sont pas adéquats à cette tâche. Donc, je pense que les BDP doivent être dotés de nouveaux outils afin d'y parvenir. Je parle d'outils, bien sûr, mais également de compétences. Donc, des capacités de tout genre. D'abord, par exemple, une capacité de financer des entreprises jeunes, récemment créées, avec des modèles économiques innovants qui fonctionneront dans l'époque post-Covid. Deuxièmement, recours aux produits subordonnés qui comblent les écarts des marchés capitaux. Troisième critère, des investissements, je dirais, patients, avec des longues échéances. Quatre critères, prendre en compte les fluctuations des devises. Et 5, capacité d'autofinancement. Donc, je pense que les actionnaires des BPD doivent se réunir, doivent essayer de créer des banques avec ces capacités, tout en encourageant la collaboration à grande échelle entre ces BPD. C'est l'idée qui a donné lieu à notre fonds, le Stretch Fund, qui vise à élargir l'éventail des produits financiers que les banques peuvent proposer, ainsi que leur marge de manœuvre, avec des instruments conçus sur mesure, avec une exigence de rentabilité limitée, mais qui vise notamment à stimuler les investissements vers les jeunes entreprises, avec des modèles économiques innovants. Donc, les banques de développement devraient travailler en partenariat. L'interprète s'excuse, la qualité du son ne permet pas une traduction correcte. Maintenant, il ne faut pas simplement réduire le risque, partager le risque, il faut aussi le réduire. Les BPD ont une expérience pour essayer pour aider les pays à emprunter. Alors, les outils dont elles disposent sont parfois très bons, mais il n'existe pas grand-chose à grande échelle. Donc, je pense qu'il faut un pacte sectoriel, c'est-à-dire des accords formels entre les États, entre les banques de développement multilatérales et les banques de développement locales, visant des secteurs précis, comportant une consultation avec les parties prenantes. Les États s'engageraient sur les réformes, les banques multilatérales prêteraient avec la branche de financement privé des banques de développement investiraient directement dans ces projets et avec une possibilité de financement concessionnel, c'est-à-dire à conditions favorables pour inciter la participation privée. Donc, pour faciliter, par exemple, l'accès à l'eau, pour faciliter l'accès à l'électricité, les entreprises privées pourraient
devraient répondre à des appels d'offres, pouvoir accéder à ces financements facilités, et ainsi de suite. Donc, il faut promouvoir les réformes, il faut promouvoir la participation privée au financement institutionnel et pour promouvoir un financement concessionnel. Ensemble, cela aurait de meilleures chances de réussir que l'approche actuelle de transaction par transaction. Surtout à une période d'incertitude comme aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Merci. Merci, Nancy. Voilà des réflexions tout à fait intéressantes. Et donc, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne le mécanisme de partage de risque, mais surtout réduire le risque suppose une structure adaptée. Et c'est toujours intéressant de voir comment on peut avoir une approche systémique pour arriver justement à ce genre de structure. Je ne sais pas ce que vont dire les intervenants suivants et ensuite nous pourrons avoir un feedback des participants sur ce qui va nous être dit. Je passe maintenant la parole à Sergio Suchodolski. Pardon, excusez-moi pour avoir écorché votre nom, qui va nous parler de son expérience dans sa banque de développement pour essayer d'aider les plus béninés et quels enseignements tirer de la crise sanitaire et a-t-il possible d'associer ou de concilier vos objectifs du développement durable à long terme avec l'immédiat de la crise sanitaire. Merci et merci de vous joindre à nous. Je remercie surtout l'équipe de l'AFD et les autres intervenants et en particulier le professeur Griffith Jones qui a été une source d'inspiration pour toute notre communauté. La BDMG est la plus grande banque de développement du Brésil. Nous sommes présents dans plusieurs États du Brésil et la banque marque maintenant 58 ans d'existence, d'activité sur le terrain au service de plusieurs centaines de milliers de clients. Nous sommes présents sur 90% des 783 municipalités des 8 États de notre pays. Nous avons donc une grande popularité et notre parcours montre que nous avons su répondre aux problèmes sur le terrain. La première chose, c'est de pouvoir agir vite. Nous travaillons dans le sens également des objectifs du développement durable. Vous vous rappelez le programme d'Addis Abeba, l'accord de Paris et puis Agenda 2030. La BDMG du Brésil donc a renforcé sa stratégie, son modèle économique. Sa transformation consiste à s'aligner sur les ODD et le programme, l'Agenda 2030, pour essayer de voir comment mieux mesurer, comment mieux faire connaître nos résultats et comment faciliter l'accès au financement dans des conditions plus appropriées, plus adaptées. L'autre aspect de cette transformation, c'est la combinaison de spécialisation sur le territoire, c'est-à-dire présence sur le terrain, qui fait intervenir toutes les techniques de la finance et notamment les outils numériques. 98% de nos PME ont des relations numériques, c'est-à-dire que nous travaillons avec elles par les voies numériques. Il s'agit pour nous d'identifier des opportunités d'investissement, mais également voir comment assurer une meilleure interaction entre les acteurs locaux et les fonds qui sont disponibles. Nous travaillons avec la Banque interaméricaine de développement, l'AFD et d'autres organismes internationaux, et nous avons pu travailler dans le domaine de l'énergie propre, de la santé publique, l'innovation, l'infrastructure, tout en définissant des programmes destinés à favoriser l'entrepreneuriat féminin et le renforcement des capitaux des PME. Et puis, dernier point, le travail des banques de développement, qui doivent aller au-delà de du simple octroi de crédit pour devenir de véritables acteurs
des véritables plateformes du développement et à ce titre, nous avons été des acteurs très présents dans le développement de montage financier pour les municipalités, mais également nous construisons une facilité qui permettra de proposer des investissements ou des financements d'infrastructures à travers des partenariats publics-privés. Donc, nous accompagnons l'État, les municipalités pour définir des bons programmes, mais également nous permettons de mobiliser des capitaux privés pour assurer ce développement. Maintenant, pour ce qui est de la réaction à la crise sanitaire, nous avons donc dû faire face à ces crises. Il y a 3 chiffres qui résument assez bien nos programmes. Tout d'abord, les décaissements de la BDMG en 2020 s'élèvent à 169% au-dessus de leur chiffre de 2019. Et nous avons dépassé le cap de 2,5 milliards de réals de décaissement. Les crédits aux PME a été multiplié par 4. Ils représentent 30% de notre portefeuille à ce jour. Et 50% de ces décaissements sont parfaitement alignés sur les ODD. Cette performance résulte d'une stratégie contre-cyclique appuyée sur 3 piliers. Nous voulons protéger nos collaborateurs, proposer de nouveaux produits financiers, des mesures de protection pour assurer la pérennité du système bancaire et la stratégie globale que j'ai définie tout à l'heure. Depuis le début de la crise sanitaire, évidemment, nous avons des protocoles de sûreté et de sécurité qui s'appuient sur toutes les connaissances scientifiques et plus de 95% de nos collaborateurs sont en télétravail. Nous les avons installés en télétravail en moins d'une semaine et puis nous avons pu gérer la demande de crédit en créant des lignes de crédit d'urgence pour accompagner les secteurs en difficulté et permettre à ces secteurs de faire face à ces effets dus à la pandémie. La plupart de ces opérations, en particulier avec les PME, n'ont pu se faire parce que la banque était prête. D'abord, a pu se servir de sa plateforme de crédit, sa plateforme numérique, mais également des crédits qui venaient de nos partenariats avec des institutions de développement internationaux. Et puis, troisième partie de la réaction à la crise sanitaire, la pérennité financière de la banque, comme l'ont dit nos collègues, nous avons 5 fonds de garantie qui nous permettent de mieux attribuer, mieux distribuer les risques associés au portefeuille qui a été construit dans le contexte de cette crise. Et de plus, nous avons pu améliorer notre modélisation du risque et intégrer les facteurs de marché. Pour ce qui est de l'alignement des activités de la banque avec les objectifs du développement durable, la première chose, c'est le lancement de notre cadre d'émission d'obligations destinées à des projets socio-environnementaux qui sont spécifiquement alignés sur 13 des 17 ODD et 28 des 169 cibles, c'est-à-dire des objectifs à atteindre au sein des ODD. Nous avons défini notamment des projets sociaux et économiques, mais il y a l'exclusion de secteurs qui ont des impacts négatifs avec des indicateurs clairs. Ce cadre nous permet d'aller dans le sens de l'émission d'obligations dites durables. Nous sommes au tout dernier stade de la définition de ces instruments. Cela sera la première opération de ce type dans le cadre des opérations de développement à la banque. Et puis en conclusion, je dirais que l'enseignement le plus important que nous ayons tiré de cette crise sanitaire, c'est que les banques nationales de développement ont un rôle à jouer à l'échelle mondiale pour proposer un financement pendant la période de transition pour arriver à des modèles durables. Et à ce titre, ces banques nationales doivent être mieux intégrées à la communauté internationale des banques de développement. Il convient
d'actualiser l'architecture du financement mondial, en particulier le programme d'Addis Abeba, doit tenir compte de la capacité des banques nationales à mobiliser des fonds et mettre en œuvre des programmes sur le terrain. Et puis une toute dernière chose, et là ce sera un commentaire sur ce qu'a dit le professeur Griffith Jones. Nous avons pu organiser la première augmentation de capitaux de nos actionnaires. Nous avons reçu le feu vert pour augmenter les capitaux et cela fait 20 ans que nous procédons à ces augmentations et cela nous a permis aussi d'accroître les décaissements pendant la pandémie. Merci, c'est remarquable de voir ce que vous faites à la BDMG et c'est très encourageant de voir tous ces efforts que vous avez réussi à faire. Nous avons beaucoup parlé aux Nations Unies de cette question, comment dans ce contexte de crise, comment continuer à œuvrer dans le sens des ODD. Il est quand même assez passionnant de voir que vos institutions vont dans ce sens. Et pour ce qui est du plan d'action d'Addis Abeba, on voit que les banques nationales de développement ont été pour la première fois intégrées à des accords internationaux. Et à l'époque, il y avait un certain scepticisme. D'ailleurs, on le voyait dans l'accord. Des questions se posaient sur les rôles de ces banques nationales et un certain scepticisme quant à la capacité d'intervenir, d'agir effectivement. Et 5 ans plus tard, on voit la preuve éclatante justement de la capacité de ces banques nationales à agir à l'échelle internationale. On va donner la parole à Sergei Akou qui travaille pour la Banque de développement, la Banque africaine de développement par contre. Et on verra comment la crise sanitaire a été abordée, quels instruments ont été proposés et tout récemment, quelles sont les prochaines initiatives, enfin, faites-nous part de votre expérience sur le terrain. Merci Serge Ekwe. Je vais essayer de répondre en quelques mots. Comme vous savez, la Banque africaine, la Banque ouest africaine de développement est l'institution de financement qui réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Nous appuyons ces pays depuis notre création à hauteur de 9 milliards d'euros. Alors la question que vous nous posez porte sur la gestion de la crise sanitaire. Et en fait, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un choc exogène. Ça, c'est évident, mais d'autres chocs pourraient intervenir. Et la réponse à votre question est de savoir... nous essayons de voir dans quelle mesure nos bilans sont suffisamment robustes pour résister aussi bien à des chocs endogènes qu'exogènes. Alors, la crise sanitaire actuelle, évidemment, nous amène à examiner de très près l'efficacité, l'adaptabilité des instruments actuels et on voit dans quelle mesure ces institutions sont véritablement assez puissantes, assez agiles et assez réactives. Alors, essayons de répondre à la première question que vous avez posée. Il y a deux démarches, évidemment, il y a deux perspectives à concilier, le court terme et le long terme. La perspective à court terme est relativement la situation à court terme est relativement claire puisqu'on s'appuie sur l'idée que cash is king. Au bout du compte, c'est le cash qui règne. Et donc, pour pouvoir agir vite, pour pouvoir agir efficacement, il faut avoir les moyens financiers. Ça paraît évident. Le montage financier, c'est-à-dire ce que nous accordons aux États membres de l'Union économique d'Afrique de l'Ouest, c'est surtout l'octroi de prêts à des conditions de faveur pour les États membres. Vous savez que c'est des programmes de 18 ans, avec des extensions de 5 ans
et un taux de sortie de 2,75%. Et par ailleurs, un programme à 100 milliards de dollars qui a été destiné à des banques locales et destiné à stimuler l'activité économique des PME. Pour ce qui est du côté de la mobilisation des capitaux, des accords de financement signés avec l'AFD à hauteur de 100 millions d'euros sont là pour assurer la liquidité. Alors, pour la réaction à court terme de la crise sanitaire, on voyait que, encore une fois, c'était le cash qui régnait. Autrement dit, la façon dont nous avons géré la crise, et ça a été la façon de faire face à cette situation d'urgence. D'abord, il s'agissait de voir comment mobiliser des moyens, des capitaux, comment savoir créer des lignes de crédit reportables, ce qui nous donne un peu plus d'agilité sur la gestion de nos bilans, comment sécuriser en même temps des accès permanents à la liquidité des banques centrales, toujours autour de l'idée que le cash règne, la monnaie règne. Alors, pour ce qui est de la mobilisation de fonds, de capitaux, il faut voir que les pays africains en général et les pays d'Afrique de l'Ouest en particulier rencontrent des difficultés pour obtenir un financement à un coût abordable. Et c'est là que se pose la question de la durabilité ou de la soutenabilité de la dette. Alors, quelles sont les solutions? Alors, on voit maintenant que les solutions se dessinent, se profilent à long terme, mais on l'a dit ici aussi. Vous avez un certain nombre de panélistes qui l'ont souligné. La question, c'est le capital du Tier 1, c'est-à-dire arriver au taux d'endettement, taux de solvabilité qui permettrait d'avoir accès à la dette senior. Alors, vous savez, en examinant le niveau de réserve des banques commerciales, des banques d'investissement, qui ont publié leurs résultats trimestriels, 2020 sera une année exceptionnelle pour ce qui est de la dette senior. Une année exceptionnelle, pourquoi? Parce que il y a une véritable demande de projets durables, mais la liquidité est là. La question est de savoir comment mobiliser ces capitaux. Alors, ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième, c'est la question des garanties. Et hélas, le paradigme a changé parce qu'il ne s'agit pas de frapper à la porte de la Banque mondiale, mais plutôt de demander à la Banque mondiale ou FMI ou d'autres institutions, disons, notées AAA, il ne s'agit pas tellement de frapper à leur porte pour leur demander un financement, mais pour émettre des garanties qui leur permettraient d'abord d'absorber une première perte, ou en tout cas d'intégrer dans un panier un défaut. Alors, la question est de voir quels instruments pourraient être inclus dans leurs indices pour ces fonds propres réglementaires. La Banque du Bénin propose des façons innovantes de procéder. Alors, pour ce qui est des obligations de développement social, dont l'objet est d'arriver à faire avancer ces projets, mais en toute transparence, la question est encore vous avez un marché de la dette senior très profond, mais la question est de savoir où trouver ces fonds. Alors, il peut s'agir de projets verts ou autres. Le marché est là, la demande est là, l'offre est là. Quand on travaille avec des fondations, des ONG pour les instruments de swap de dette, là encore, vous avez des façons, c'est un domaine que l'on peut voir, que l'on peut étudier, et il y a des façons innovantes de répondre à la question que vous nous avez posée, de même que
on définit un instrument de transaction avec des nouveaux modes de partenariat. On avait un exemple en particulier avec l'Autriche, avec la Banque de développement autrichienne, qui parlait de fonds dédiés à certains projets avec un reporting extrêmement strict. Du côté de l'affectation, l'allocation de capitaux, quand on voit comment les choses se font au niveau de la banque, pour citer le consortium d'infrastructures pour l'Afrique, nous avons un écart de financement de l'ordre de 100 milliards de dollars annuellement. Et nous savons que si nous consolidons les bilans de toutes les banques de la région, cela ne suffira pas à assurer donc à combler cet écart de financement. Alors, que faire? Nous pensons qu'il y a des solutions. Nous pouvons avoir des assurances complémentaires entre banques multilatérales plutôt que d'avoir un contexte compétitif, voire un accord de coopération. La titrisation, dans certains cas, permettra aux organismes de crédit de disposer de liquidités sans avoir besoin de refinancement, et l'adoption d'une approche sectorielle en visant des secteurs soit sous-financés, soit stratégiques pourrait représenter également une solution et une réponse à votre question. Alors, si l'on peut créer ensemble de nouveaux outils innovants pour le secteur informel, cela représenterait en soi une part considérable de l'économie de la région. Et puis surtout, il ne faut pas oublier, si j'ai encore une dernière minute, mais une minute, parce qu'il faut de... Oui, je serai... Nous avons lancé notre propre plan stratégique pour 2021-2025 qui s'appelle Jolly Bar. C'est une façon pour nous de nous focaliser sur 5 secteurs, l'énergie, l'agriculture, l'immobilier, le logement social, le tourisme, l'éducation et la santé. Alors, nous pensons que, en tout cas, nous croyons en cette approche sectorielle et nous pensons que la Banque ouest-africaine de développement doit être considérée comme le premier interlocuteur dans ces 5 secteurs. C'est la banque experte dans ces domaines d'activité. Je vous remercie. Merci Serge, et vous avez fait un immense tour d'horizon en présentant les idées innovantes, les instruments qui peuvent être utilisés. Et Stéphanie, cela va dans votre sens puisque c'est le genre de choses dont les chercheurs peuvent se saisir, voir quels instruments peuvent être proposés pour accompagner les banques. Il ne nous reste moins de 10 minutes et nous voulons quand même prévoir un temps de questions-réponses. Alors, on va peut-être faire revenir les intervenants à l'écran. Rebonjour à tous. Et nous avons encore quelques minutes, oui, pour une séance de questions-réponses avec la participation du public. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui serait bon est de savoir, enfin, Sergio en particulier, si vous pouvez nous dire, enfin, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la proposition de Nancy. Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos réflexions et peut-être que Asha pourrait ensuite nous transmettre les questions du public. Alors, Sergio, ensuite Asha. Oui, les propositions de Nancy sont tout à fait intéressantes. Elles sont interpellantes, si je puis dire. Il me semble, et nous sommes, d'ailleurs vous-même, chérie, avez travaillé là-dessus. Depuis 5 ans, nous travaillons sur ces programmes, et c'est cela qui guide nos travaux à différents niveaux. Pour ce qui est des banques multilatérales de développement, les banques régionales, nationales et même sous-nationales, nous avons plusieurs exemples. Certains de nos partenaires et même la BOAD a
la Banque West African Development en Afrique est un exemple même d'interlocuteur avec lequel nous travaillons. La première chose à voir, c'est que nous ne sommes pas isolés, même si nous sommes une banque sous-nationale, nous ne sommes pas isolés et il faut pouvoir nous intégrer pas simplement dans les plans stratégiques, mais dans des exemples concrets d'instruments financiers que nous pouvons faire intervenir et qui permettront à nos propres établissements de servir de plateforme. Il faut peut-être faire preuve d'initiative, d'expérimentation. Nous avons vu évidemment différentes technologies qui ont été utilisées, pas simplement de la technologie financière, mais dans beaucoup de domaines. Nous avons signé un accord avec la DSA, la Banque de développement d'Afrique australe. Nous partageons avec la DSA notre plateforme numérique pour les PME. C'est un engagement qui date déjà de la COP25 à Madrid l'année dernière, où la DSA avait suivi nos travaux cette année pour voir dans quelle mesure nous pouvions accompagner les PME qui se retrouvaient véritablement en fin de ligne dans la crise sanitaire. Nous avons également signé un protocole d'accord, un MOU avec un autre établissement tout récemment. Et c'est l'exemple même de collaboration pour atteindre les objectifs, les ODD 17, en travaillant sur différents territoires de différentes tailles et avec des acteurs de différentes tailles. Merci. Asha, vous aviez des questions, je crois. Mais oui, merci pour ces perspectives tout à fait intéressantes. Alors, nous avons toutes sortes de questions et je vous permettrai de conclure la table ronde. Susan Engels pose une question pour le panel. Les instruments innovants sont apparus lors de la dernière crise mondiale. Dans quelle mesure ces instruments peuvent-ils véritablement s'intégrer aux solutions? Cette question, n'importe qui d'entre vous peut y répondre. Je suis sûr que Stéphanie... Oui. Mais oui, voilà une excellente question. L'idée, c'est de créer des instruments financiers qui vont dans le sens du développement durable sans compromettre la stabilité financière. Il y a un exemple dont nous avons parlé, c'est les instruments des instruments de réserve qui permettent aux États de générer des réserves quand les choses vont bien et d'intervenir en cas de besoin. Alors, il pourrait y avoir des instruments de titrisation qui pourraient jouer un rôle, mais enfin, il ne faudrait pas se retrouver quand même à reproduire le scénario de la Lehman Brothers et de la crise financière de 2008-2009. Donc, lorsque l'on pense à la façon dont on peut si vous voulez mobiliser des ressources budgétaires, il faut penser pas simplement à court terme, mais au long terme. Alors évidemment, on peut créer, si vous voulez, vous pouvez créer des effets budgétaires favorables à court terme, mais à long terme, des problèmes qui pourraient se manifester. Bon, écoutez, je vous remercie. Il y a une toute dernière question qui est peut-être un petit peu provocante. La question nous demande si les banques de développement sont aptes à prendre ces risques sur leurs fonds propres. Comment peuvent-elles se lancer là-dedans, à moins d'avoir des équipes qui soient, si vous voulez, spécialisées dans le capital risque? C'est une bonne question. On ne peut pas simplement proposer du crédit senior, et on le fait depuis une
depuis 20 ans. Et puis, arriver à des investissements de capitaux dans les premiers stades, ce qui est toujours problématique. Les banques de développement ont un dilemme, ou bien elles ont leurs propres outils, leurs propres compétences en interne pour pouvoir avoir ces actifs dans leur portefeuille avec une volatilité sur leur rentabilité, ou bien elles créent justement des produits qui sont hors bilan, ce qui leur permettait d'avoir ces produits hors bilan, ce qui viendrait compenser en quelque sorte leurs produits seniors. Alors, notre proposition de fonds à part est peut-être une solution, parce qu'il faut voir que bien souvent les actionnaires sont un peu spéculateurs, et il faut qu'à court terme on puisse avoir des institutions qui prennent plus de risques et qui ont moins de certitude sur le rendement. Il faut quand même se rappeler qu'une grande partie des fonds qui arrivent aux banques de développement, ce sont des bénéfices non distribués. Et donc les actionnaires soit acceptent plus de risques, un rendement plus faible, ce qui fait que les institutions peuvent moins se développer, ou alors ces produits sortent du bilan. Alors, je ne sais pas à l'avenir si les banques de développement pourront éviter ce choix dans une situation de risque accru et surtout pour une activité contre-cyclée. Ouais, je vous remercie. Merci. Prochaine question. Comment les banques de développement peuvent-elles aider non pas la reprise économique, mais la situation post-conflit, de reconstruction post-conflit, avec les outils qui sont à leur disposition? Je sais que la question n'est pas facile. Je vois quand même quelques mains levées. Sergio, s'il vous plaît. Alors, par analogie, parce que je ne peux pas parler d'une situation de post-conflit dans mon pays, mais nous avons néanmoins vécu deux expériences traumatisantes, c'est-à-dire de tragédies, de drames nationaux. Dans mon État de Minas Gerais, vous le savez peut-être, nous avons eu 2 ruptures de barrages, de grands barrages. Cela a détruit différentes municipalités, des communes entières qui ont été englouties. La dernière en date était il y a 5 ans. Un drame humain, bien sûr, avec la perte de dizaines de vies. Et la terre était aussi détruite, comme s'il y avait eu un conflit. Et donc c'est une région avec plusieurs communes qui ont quasiment disparu, avec beaucoup de personnes déplacées. Et nous avons travaillé avec la fondation mise en place par la société responsable du barrage pour élaborer différents programmes visant d'abord à atténuer les conséquences et dans un deuxième temps d'améliorer l'assainissement, le traitement des eaux pour les 35 communes qui ont été touchées. Nous avons également mis en place des programmes pour attirer d'autres investissements, mais également pour financer, par exemple, des prêts concessionnels pour les PME, avec des conditions particulières,
afin de permettre cette reprise de l'économie locale, de permettre à ces PME de se relever, voire de se réinventer. Si leur activité précédente n'était plus possible, eh bien, ils pouvaient se reconvertir professionnellement. Donc c'est un peu dans le même esprit de Bretton Woods de 1944, même si ce n'était pas un conflit. Car sachez que le tout premier prêt accordé par la Banque mondiale était pour la reconstruction de la France. Absolument. Quelle réponse? Quelle meilleure réponse aurait-on pu se souhaiter? Chérie, il nous reste 2 minutes et demie pour tirer quelques conclusions de cette discussion en panel, qui était formidable. Je l'ai dit à Sébastien à l'instant, il est très difficile de modérer un panel de ce type quand on n'est pas dans la même pièce. Mais chérie, je vous passe la parole pour quelques mots de clôture. Merci à tous les intervenants de leurs éclairages, de leurs propos très intéressants, qui ont mis en exergue le rôle primordial des banques publiques de développement, l'intérêt que peuvent présenter ces innovations, mais aussi les risques qu'elles comportent. Quand on a parlé d'instruments de prise de participation, par exemple, ou d'instruments basés sur les titres, des actions, moi qui ai une expérience d'investisseur, quelle que soit la façon dont on s'y prend, même si on externalise la fonction d'investissement, je pense qu'il faut quand même quelques capacités en interne pour comprendre ce qui est en train de se faire, comprendre cette activité. Donc, au fur et à mesure que l'on met en place ces nouveaux instruments de plus en plus complexes, il faudra aussi que cela aille la main dans la main avec un renforcement des capacités en interne des banques publiques de développement, afin qu'elles comprennent les instruments qu'elles sont en train d'accorder ou d'utiliser. Donc, les différentes banques de développement proposent différents outils selon leur pays d'ancrage. Cela constitue aussi une richesse, une possibilité d'apprentissage mutuel, puisque effectivement, au niveau de la titrisation, il y a des leçons qu'on peut tirer de la crise financière mondiale. Maintenant, il faut réfléchir à comment contourner, comment mieux gérer les risques à l'avenir. Pour ce faire, il faut la capacité en interne, il faut aussi l'apprentissage mutuel. Il faut apprendre les uns des autres. Et cette initiative s'inscrit pleinement dans cette démarche. Merci beaucoup de vos contributions. Je me réjouis de pouvoir dialoguer avec vous une prochaine fois à l'avenir.